Fantasmé pendant des décennies, ou même des siècles, c'est en 1986 que la décision est prise d'aller au bout de cette ambition. En 1987, les travaux tant attendus sont lancés. 12 000 ouvriers, ingénieurs, géologues et techniciens partent à l'assaut de la terre et de la mer. Pour accomplir l'exploit, il faut s'engouffrer sous 35 mètres d'eau et 40 de roche. Face à ce défi, une seule solution, faire appel à des tunneliers surpuissants. 11 au total, chargés de creuser non pas une, mais 3 galeries simultanément. Sous terre, les équipes doivent faire face à des conditions extrêmes. La pression exercée par la Manche et le sol marin est colossale, 10 fois l'atmosphère terrestre. À tout moment, le plafond de roche menace de s'effondrer. Pour éviter le drame, il est nécessaire de construire la structure du tunnel à peine le sol creusé. Mètre après mètre, les tunneliers posent derrière eux les éléments de béton qui soutiendront tout l'ouvrage. Dans le même temps, 4 stations de pompage sont installées pour faire face aux infiltrations incessantes de l'eau contenue dans le sol marin. Au terme de 6 ans de chantier seulement, l'ouvrage est terminé. Le 6 mai 1994, il est inauguré. 10 millions de tonnes de déblais excavés, 1 million de tonnes de béton posé, 50,5 km de long, dont 38 sous la Manche. Encore aujourd'hui, il s'agit du plus grand tunnel sous-marin du monde. Il a été conçu par les constructeurs du tunnel sous la Manche de manière extraordinaire. Une robustesse à toute épreuve et avec des coefficients de sécurité qui font que cet édifice, plus on le regarde et plus on se dit qu'il est indestructible. En juin 1994, le tunnel sous la Manche est enfin ouvert à la circulation et la première ligne ferroviaire transmanche apparaît. L'Eurostar est né. Le fait que l'on puisse aller de Londres à Paris directement en train, en passant par un tunnel, c'était absolument énorme. À l'origine, c'est une grande idée, le tunnel sous la Manche. Imaginez-vous, nos trains, c'est 300 km/h sur terre, 160 km/h, 75 mètres sous l'eau, pendant 13 minutes à 160 km/h sous l'eau. Depuis sa naissance, le réseau est sillonné par des trains en évolution permanente. En 30 ans, ils ont permis à 200 millions de passagers de traverser l'Europe à grande vitesse, de part et d'autre de la Manche. Alors qu'auparavant, la liaison terre-mer entre Londres et le continent était plus que laborieuse, ne laissant que l'avion comme solution rapide, le tunnel et la ligne Eurostar créent une liaison directe entre le cœur des grandes villes européennes. En Angleterre, la journée commence à la gare de Saint-Pancras. 1h30 avant le voyage, la rame du train 90-22 est au départ de Londres. Elle stationne, prête à entrer en service, sous la magnifique verrière de cette gare historique. Ici, c'est tout un étage qui a été consacré à la liaison vers le continent. Sur place, les équipes locales s'assurent que tout soit parfaitement réglé pour le trajet du train 90-22. Tout le monde se prépare à l'embarquement. Une demi-heure plus tard, 1 heure avant le départ, c'est à Kevin, le conducteur, de prendre son service. Sa première tâche, vérifier son outil de travail dans les moindres détails. L'extérieur du train, évidemment, mais aussi et surtout ses instruments de pilotage et de sécurité. Pour préparer le train, la première chose à faire est de vérifier l'extérieur, de s'assurer que les lumières fonctionnent, que le cône avant du train est fermé. Ensuite, on monte dans la voiture, on vérifie que tous les équipements de sécurité sont disponibles en cas d'urgence et on finit par vérifier tous les systèmes de freinage et de sécurité.
Tous les tests dans la cabine sont terminés, tout est opérationnel. À vous. Merci beaucoup, terminé. Il ne reste désormais que quelques minutes avant le départ en direction de Paris. Le conducteur garde les yeux fixés sur la signalisation. Dans quelques instants, l'autorisation lui sera donnée pour s'engager sur les voies. Et à l'ensemble de l'équipage, on ferme les portes. Green. Deep for the down. À 12h04, Kevin met l'Eurostar 90-22 en mouvement. Le train traverse l'agglomération londonienne sur le réseau ferré anglais, qui a dû profondément se transformer pour accueillir la grande vitesse et rattacher Paris à Londres en 2h17. Sur le trajet, l'attention du conducteur est mise à l'épreuve. Concentré sur les voies et sur ses écrans de contrôle, une de ses missions principales est d'assurer à chaque instant l'alimentation électrique du train. Le train a donc une vitesse maximale de 300 km/h, ce qui est une vitesse très élevée. Pour l'alimenter, il faut 25 000 volts provenant des câbles électriques aériens. Mais les systèmes électriques sont différents selon les zones que l'on traverse. On doit donc changer de système électrique à différents moments du voyage. Au fil de leur trajet, les Eurostars circulent sur de nombreux réseaux ferrés à travers l'Europe. Mais en fonction des pays et des infrastructures, l'alimentation électrique varie, passant de 15 à 25 000 volts par exemple. Sur la toiture du train, les pantographes sont les éléments chargés de récolter cette énergie tout au long du voyage. Ils sont en contact avec la caténaire, le câble électrique qui parcourt toute la ligne. Mais chaque changement de voltage implique de changer de pantographe. Il faut en baisser certains et enlever d'autres pour assurer l'alimentation du train. Le temps est compté. Ces changements doivent se faire en des points d'interconnexion précis pour éviter d'endommager toute la ligne. Ni trop tôt, ni trop tard. C'est un moment critique lors de la conduite du train. Si vous n'êtes pas attentif et que vous sélectionnez le mauvais système, ça peut créer des problèmes. Par exemple, ça pourrait casser les câbles électriques et provoquer l'arrêt de tous les trains de la ligne. C'est donc un moment où on doit vraiment être très concentré sur ce qu'on fait. Après s'être extrait de l'agglomération londonienne, après avoir traversé la campagne du sud de l'Angleterre, le train 90-22 approche d'une zone critique de son parcours, le tunnel sous la Manche. Voilà l'entrée du tunnel. Nous sommes à l'heure à l'entrée du tunnel, à la seconde près. L'Eurostar quitte le réseau ferré britannique pour rejoindre celui du tunnel. Une fois à l'intérieur, il dépend intégralement de l'alimentation de l'ouvrage, car l'Eurotunnel possède son propre réseau électrique indépendant. Cette gestion de l'électricité représente un des plus grands défis de l'infrastructure souterraine et implique une immense responsabilité. L'Eurotunnel doit pouvoir assurer une alimentation sans faille aux centaines de trains qui le traversent chaque jour. Au maximum de sa capacité, jusqu'à 16 d'entre eux peuvent se retrouver en simultané à 75 mètres sous le niveau de la mer. Une panne électrique serait synonyme de catastrophe. Les caténaires délivrant les 25 000 volts nécessaires à la traction sont donc doublés pour permettre leur maintenance à tout moment et peuvent aussi bien être alimentés du côté français qu'anglais. La tension est aussi contrôlée tout au long du tunnel et peut être rééquilibrée en temps réel pour s'assurer que l'énergie soit suffisante aux différents trains sous terre. Nous, notre objectif premier, et c'est ce qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années, c'est d'offrir à ces trains la qualité d'alimentation électrique qui fasse qu'ils vont connaître un taux de défaillance quasi nul quand ils traversent ce tunnel sous la Manche. Le défi est de taille. Pour y parvenir, le tunnel sous la Manche s'est doté d'infrastructures aussi puissantes que complexes. Des dispositifs high-tech capables de compenser les variations de tension en temps réel et des systèmes d'alimentation robustes capables de supporter les plus hauts niveaux d'énergie. Parmi toutes ces installations, les plus cruciales sont sans aucun doute les sous-stations en charge de collecter directement l'électricité depuis les réseaux nationaux.
Surplombant l'entrée du tunnel, la sous-station française est la source d'énergie principale de tout l'ouvrage. Toute la base d'Eurotunnel part d'ici. C'est vraiment la base pour le réseau caténaire alimentation des trains. C'est essentiel. Si on n'a pas cette sous-station-là, on ne peut pas faire circuler autant de trains qu'on devrait.